Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes. C'est New World Forum, la seconde partie. Nous sommes en train de parler du modèle d'éducation, modèle pédagogique pour l'éducation en Afrique avec deux invités qui nous ont fait l'honneur de venir au studio. Au bout de la première partie, nous avons évoqué les problèmes de l'enseignement en général. Pour cette seconde partie, on va voir si tout le système est en crise ou il s'agit seulement d'erreurs, de lacunes à corriger. Alors, je commence avec vous, Monsieur Tiangao. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que finalement, l'école a échoué totalement ou en partie dans sa mission, la mission, on va dire, comme vous l'avez décliné, d'amener l'individu à l'épanouissement dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut parler d'échec du système éducatif? Bon, on ne peut pas parler d'échec en tant que tel, mais peut-être des problèmes à régler. On ne peut pas parler de l'échec. Si on parle de l'échec, c'est comme si on méconnaît tout ce que les uns et les autres font pour le système éducatif, ou bien pour nos systèmes éducatifs d'une manière générale. Les gens font des efforts, même s'il y a des problèmes, des dysfonctionnements à corriger, mais je pense que l'école joue pleinement son rôle, mais il y a de ces faiblesses-là qu'il faut corriger de temps en temps. Aucun système éducatif n'est parfait. Même si vous prenez le système éducatif américain, il n'est pas parfait. Si vous prenez le système allemand, il n'est pas parfait. Même la Finlande, qui fait des exploits en matière d'éducation, le système n'est pas à 100% parfait. Mais nous avons des difficultés, des problèmes, mais à des degrés divers. Et ces problèmes-là sont beaucoup plus accentués, surtout dans nos pays africains, sous-développés encore. Et francophone, il faut dire. Et surtout francophone, où la bureaucratie prime sur le professionnalisme. Nos systèmes éducatifs ne sont pas professionnalisés. On forme des diplômés et on ne forme pas des gens capables, compétents, d'impacter positivement leur milieu leur milieu en développement. Devant ce constat, est-ce qu'il faut tourner autour du pot? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un échec? D'abord, la plupart de ceux qui rentrent dans le système ne vont pas jusqu'au bout. Si vous prenez 1000 personnes, par exemple, qui commencent le préscolaire, à peine vous avez 20%, 15% au bac. Au niveau supérieur même, c'est encore plus grave. Et finalement, ceux qui sont formés même sont destinés au chômage. Devant ce constat, est-ce que c'est trop dit si on évoque échec? Bon, justement que tout ce que vous venez d'énumérer, ce sont des faiblesses, des lacunes qu'on peut corriger sans beaucoup plus d'efforts en tant que tel. Si je prends, par exemple, le problème concernant le chômage, pourquoi il y a tant de chômeurs après leur formation? C'est très simple. Vous voyez, tout le monde crie, tout le monde dit, tout le monde dénonce nos systèmes de formation. Tout le monde dénonce nos curricula de formation, que les programmes ne sont pas en adéquation avec les offres de formation ou bien avec le milieu du travail, qu'il y a une adéquation entre ce qu'on forme et ce que les entrepreneurs ou les hommes d'affaires ou les employeurs ont besoin. Et c'est très simple pour corriger cela. Il faut réadapter nos offres de formation. Il faut revoir nos programmes de formation. Et on ne peut pas revoir les programmes de formation sans impliquer, par exemple, les employeurs. Les chefs d'entreprise savent ce qu'ils ont besoin. Vous voyez, nous avons besoin de tels profils. Celui qui, par exemple, qui a un supermarché, il a besoin d'un certain nombre d'ouvriers. Et leur profil, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Et si on donne cette latitude-là aux chefs d'entreprise, d'identifier leurs besoins, de soumettre leurs besoins au centre de formation qui vont maintenant s'inspirer de ces besoins-là pour monter les offres de formation. Et ça voudrait dire que les produits qui seront formés, qui seront issus de ces centres de formation seront déjà opérationnels, puisqu'on en a besoin sur le marché de l'emploi. Vous voyez. Mais c'est le contraire, on fait. Nos centres de formation
montent leurs projets de formation, élaborent leur curricula de formation sans tenir compte des besoins sur le marché de l'emploi. Et où trouve-t-on ces curricula de formation? Ces curricula de formation, c'est à chaque enseignant de monter cela. Par exemple, si je dis, je suis spécialiste des sciences de l'éducation, si je dois enseigner à l'université, parce qu'on m'a recruté, donc on me donne les titres des cours que je dois administrer. Et c'est à moi maintenant d'habiller, de préparer ces cours-là et venir les administrer. Quand on prend le secondaire, on a un programme par discipline, par matière, avec les objectifs pédagogiques définis selon les cas. Au lycée, tout n'est pas défini. Au collège primaire, c'est déjà défini. Et maintenant, il appartient à chaque enseignant de préparer son propre cours. C'est pourquoi vous allez voir que deux enseignants de la même discipline dans un même établissement, vous allez voir que les cours diffèrent d'un enseignant à un autre. C'est le problème qu'on rencontre. Quand on prend l'ICM, éducation morale et civique, qu'on vient de rendre obligatoire, quand vous prenez deux enseignants de ECM dans le même établissement, vous allez voir que le contenu là c'est différent. Mais c'est maintenant que les efforts sont en train d'être faits pour harmoniser cela. Donc, il s'agit d'une petite volonté politique et on peut surmonter tout ça. Vous avez parlé d'une cohorte. Quand on prend une cohorte de 1000 élèves qui entrent en 6e, après un certain nombre d'années, vous allez voir que peut-être c'est une dizaine qui sortiront avec le bac ou bien avec un master, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une véritable politique de lutte contre les redoublements. Si nous prenons le cours primaire, actuellement, il y a une politique qu'on appelle la politique des sous-cycles, qui consiste à dire que dans les 1-1-1, on n'échoue pas. C'est-à-dire CP1, on n'échoue pas, au C1, on n'échoue pas, au CM1, on n'échoue pas. Mais on peut échouer dans les 2-2. Mais là où le problème, là où le bas blesse, c'est que quand vous prenez le cours primaire, vous avez fait le cours primaire, nous tous, on est passé par là, vous allez comprendre que les 1-1-1 sont plus difficiles que les 2-2-2. C'est-à-dire que CP1 est plus difficile que CP2. Donc ça voudrait dire que cette politique n'est pas pertinente en tant que telle. On doit échouer là où ce n'est pas facile. Mais on doit échouer là où c'est difficile. C'est-à-dire les 1-1 là, c'est là où on devait redoubler. Si vous êtes bon, vous avez la base au CP1, on peut même vous sauter CP2. On a vu ça, on a connu des cas comme ça. Et vous allez réussir au C1. Vous voyez. Donc, dire qu'on ne doit pas échouer C1 et CP1, alors qu'on n'a pas la base, on va au CPD et on va au C1 avec des lacunes. Oui, avant de passer même la parole à M. Tileka, il y a certains qui pensent que nous passons trop de temps à l'école également. Parce que ce que nous faisons, l'école primaire par exemple, à 6 ans, en 3 ans normalement, on aurait pu peut-être, ou en 4 ans, finir ce processus. Pourquoi c'est fait, c'est étalé sur de si longues années? Bon, justement que le législateur sait pourquoi, mais comme je le dis souvent, il n'y a pas de règle sans exception. Vous savez, c'est au Togo, il y a eu un arrêté ministériel qui dit que un enfant qui n'a pas 11 ans, qui doit passer au CPD, il faut une autorisation du ministre. 11 ou 10 ans. 11 ans. 11 ans. Bon, 11 ou 10 ans. Bon. Pour commencer, ça fait 11 ans effectivement. Oui. Donc, il faut 11 ans. Alors que, si vous remontez en France, vous allez voir que le plus jeune Français à avoir son bac, il a 11 ans. Il a 11 ans. Vous voyez, 11 ans pour avoir un bac dans un pays, 11 ans pour avoir CPD dans un autre. Vous voyez, on a 6 ans. Il faut avoir 5 ans révolus et faire 6 ans au primaire avant d'avoir le CPD. C'est parfait, c'est normal pour tout le monde. Mais on n'a pas les mêmes aptitudes. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes, M. Gilles. Donc, il faut qu'on laisse la latitude à chacun d'évoluer selon son rythme. Ce que les gens disent, c'est que, par exemple, le CP1, CP2, on peut le faire en 3 mois. 3 mois, finir cette histoire et passer à autre chose. Oui, justement. On peut faire même 3 ans pour boucler le primaire. Oui. Moi, je suis pour cela. Pour ceux qui ont des aptitudes pour le faire. De l'éducation, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, c'est faisable? C'est réalisable, c'est faisable. Nous, on a fait les classes multigrades. CP1 et CP2 dans la même classe, et un C2 dans la même classe. Moi, je me rappelle, quand on était au CM2, on était avec un élève qui est tellement bon, il était au CM1. Mais on a passé le CP2 avec lui. Il est au CM1, mais comme le directeur a vu qu'il est bon, on l'a présenté au CM2, il a réussi à son CPD. Vous voyez. Donc, tout ça là, c'est possible.
Tani, j'ai pas fait le CM1. Ah, vous voyez ça? Donc c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas réussi votre cursus scolaire? Donc c'est ça. Il faut laisser chacun d'évoluer à son rythme. Si on veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité ou bien dans le même poste, ce n'est pas bon. Bon, il faut laisser chacun d'évoluer à son rythme. Est-ce que c'est pas fait de la discrimination créée? Même si on ne le fait pas, il y a déjà discrimination. Cette année, moi j'ai vu parmi les bacheliers des gens qui ont 16 ans. Quand on calcule, 5 ans révolus, avant de 11 ans, on a CPD, plus 4 ans. Ça fait combien? 15 ans. On a le BPC, plus 3 ans. Normalement, c'est à 18 ans, il faut avoir le bac. Mais moi, on a eu des bacheliers cette année qui ont 16 ans. Et dans le même pays. Vous voyez, ça voudrait dire que cet élève-là, s'il est bon, qu'on le laisse faire. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, si on se dit que non, tout le monde doit faire les 6 ans, tout le monde doit faire les 6 ans au primaire. Que les surdoués sont ennuyés. C'est ça. Est-ce qu'on n'a même pas une politique de détection des surdoués? Ça ne voudrait pas dire qu'au Togo, on n'a pas des surdoués. Quand vous mettez les surdoués avec les autres dans le même environnement de travail, ils seront noyés. Ils ne pourront rien faire. C'est pourquoi dans les pays développés, comme en France par exemple, il y a des écoles spécialisées pour les surdoués. Vous voyez, il y a de ces écoles-là. Ça, dans ces écoles, c'est seulement les surdoués, on en va là-bas. Donc, nous, on n'a pas ces politiques-là. Et comment on peut mettre les surdoués, les faibles, les moyens, tout ça là, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout le monde. Donc, il faut peut-être une discrimination positive, qui va également aider ces bons-là à se sauver dans le système. Mais il y a un aspect également. Notre système, c'est un système qui n'a pas des mesures d'accompagnement pour les apprenants. Je m'explique. Quand vous prenez le système allemand, ce système est performant, c'est parce qu'il y a un suivi. Quand les 1000 élèves commencent le CP1, après 6 ans, tous ne doivent pas aller en 6e. Vous voyez, on prend ceux-là qui sont bons, meilleurs là, et ils vont en 6e, et ceux-là qui sont faibles là, on les oriente vers la formation professionnelle. Vous voyez, après maintenant le BPC même, on prend également les meilleurs qui vont au lycée, et maintenant les faibles, on les oriente vers la formation professionnelle. Même chose pour le bac. Après le bac, même chose. Les bons vont à l'université, les autres vers la formation professionnelle. Mais ici, on pense que si on a 20 000 bacheliers, les 20 000 doivent aller à l'université. Puisqu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Tout le monde veut aller là-bas. Comme il y a les bourses, tout le monde veut aller prendre les aides, les bourses, sans tenir compte du travail qu'on réclame d'eux. Vous voyez. Donc c'est ça, c'est pour dire que si on veut réellement bien piloter, bien avoir un bon système efficace et efficient, il faut ces suivis-là pour ne pas laisser pour compte sur tous ceux-là qui sont faibles. Ceux-là qui abandonnent le système éducatif. Il n'y a pas un suivi. Ils deviennent quoi? Vous voyez. Oui, monsieur Atileka, donc, est-ce que l'école a échoué dans sa mission finalement? Je rejoins mon aîné, Dr Tchanyao, qui vient de dire qu'on ne peut pas dire que l'école a échoué totalement. Ce serait un peu de trop. En fait, étant donné que nous sommes aussi dans le développement personnel, nous ne pouvons pas dire que l'école a échoué parce que l'échec n'existe pas. Comme un grand homme l'a dit, il n'échoue jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Donc, en principe, l'école connaît assez de lacunes. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et je le disais tantôt que ce n'est pas juste au Togo. C'est dans le monde entier. L'école a assez de lacunes. Et il faut avoir le courage de dire cela et de faire des propositions concrètes. L'école a échoué. Pourquoi? D'une manière ou d'une autre. Et les lacunes, c'est un peu au niveau des étudiants qui sortent, par exemple, et qui ne trouvent pas de l'emploi. Vous l'avez déjà dit, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais surtout où l'objectif principal, sinon l'un des objectifs principaux de l'école, qui est de faire des citoyens, des gens accomplis, épanouis, et des gens qui sont prêts à défendre le pays ou à porter certaines valeurs du pays, mais qui manquent de ces valeurs-là, je dis quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau de l'école. Même si c'est 5 ans qu'on a fait à l'école, un individu qui a passé 5 ans dans une institution étatique qui est censée apporter de la lumière, sinon de la connaissance à cet individu-là. Je ne comprends pas pourquoi cet individu, après l'école, pourrait se donner à certaines activités qui sont peut-être qui vont avoir des conséquences négatives pour la société dans laquelle il vit. En ce sens, je dis que l'école n'a pas atteint ses objectifs. En dehors de ça, imaginez, on parle de l'école du Togo. La réforme du Togo remonte à 1975.
75. 75, oui. 75, voilà, 6 mai précisément, 6 mai 1975. La réforme est plus vieille que moi. La réforme, plus vieille certainement que nous tous sur le plateau. Et ça fait déjà 45 ans environ. Et il y a de quoi à se poser la question sur ce qu'on attend depuis là. Le monde qui évolue et on attend depuis, on n'a pas encore fait de réforme, de penser maintenant à la nouvelle école. Je dis qu'il y a quelque chose. Donc toutes ces faiblesses sont à relever et à travailler. Si on ne travaille pas cela, à un moment donné, on parlera directement de l'échec parce que ça ne va même plus s'adapter aux réalités de nos pays, aux réalités du monde, je veux dire. Voyez. Donc il y a trop de lacunes, Monsieur Gilles. Dans ce qui dysfonctionne, dans le système éducatif, vous avez mis le doigt sur le contenu. Pourquoi on tarde à revoir ce contenu? Je suis surpris de ne pas voir, par exemple, au cours primaire, qu'on n'enseigne pas l'informatique aujourd'hui dans nos écoles. Est-ce que ce n'est pas grave, ça? C'est grave, c'est plus grave même, parce que le monde évolue et nous devons également évoluer. L'informatique aujourd'hui, à ma connaissance, n'est pas enseignée systématiquement dans toutes les écoles. Au lycée, c'est encore moins, à l'université même. À l'université même, c'est pareil. Moi, je me rappelle, on a fait le cours d'informatique, mais informatique théorique, sans pratique, vous voyez. Alors que l'informatique, il faut faire la théorie et la pratique. Donc, peut-être que c'est l'une des lacunes. Il faut corriger cela. L'informatique, c'est comme l'anglais. Hein. Ça veut dire que vous ne travaillez pas assez. Vous, par exemple, qui êtes enseignant à l'Institut national des sciences de l'éducation, pourquoi vous ne proposez pas, vous ne vous asseyez pas, vous proposez pour, comment on dit, dessiner l'architecture de l'enseignement, proposer des contenus aux politiques? Bon, justement que vous avez parfaitement raison. Ceux qui me connaissent savent. C'est que le problème dans nos pays, c'est qu'il faut donner à Pierre ce qui est à Pierre et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour dire que les spéciales des centres de l'éducation, on n'en manque pas en Afrique. Mais le seul problème, c'est que c'est la méconnaissance. On ne leur donne pas leurs droits. Par exemple, là où je suis, là, je ne peux pas me lever comme ça, imaginer ou concevoir un programme de formation et aller imposer à qui? Aller proposer, oui, je peux le faire et proposer. Ça ne manque pas. Je vous donne un exemple terre à terre. Ici, quand on proclame les résultats à la fin de l'année, tout le monde se dit que non, les résultats sont mauvais. Les taux de réussite, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Et si on veut identifier les causes en même temps, la première raison qu'on va vous évoquer, c'est que les enseignants ne sont pas formés. Nous venons de le dire, que les enseignants ne sont pas formés. La plupart d'entre eux, ce n'est pas tout le monde. Et à l'Institut national des sciences de l'éducation, je vous disais qu'on forme les enseignants là-bas, en licence professionnelle, formation des enseignants du secondaire, premier cycle. Ils ont la licence professionnelle au même titre que les enseignants également qu'on forme à l'INES. Mais je vous dis, école normale supérieure, d'Atakpami. Mais je vous dis que tous les enseignants qui sont formés à l'INSEE, ils ne sont pas utilisés sur le terrain. Où vont-ils Ils sont noirs, ils sont dans leur maison, tranquillement, ils chôment. Ils n'ont pas à faire. Et ce que nous, en tant que spécialistes des centres de l'éducation et enseignants à l'INSEE, ce qu'on propose toujours aux autorités éducatives, c'est que quand on veut lancer un concours de recrutement, quand on veut 1000 enseignants qui ne sont pas formés, déjà, parce qu'on dit maîtrise pour aller ici, ainsi de suite, comme nous l'avons dit. S'il y a déjà, parmi les 1000 là, s'il y a déjà 100 enseignants qui sont déjà formés à l'INSEE, qu'on les prenne. Et ils sont déjà opérationnels. Qu'on les prenne. Et maintenant, les places qui vont rester, on va lancer le concours, on va prendre ceux qui ne sont pas formés et ils seront formés sur le terrain. Vous voyez, c'est mieux que de mettre tout le monde, de dire à tout le monde de passer le concours. Et quand tout le monde passe le concours, après vous allez voir que ceux qui sont déjà formés même, ils vont revenir. Le concours, ce n'est pas un examen quand même. Donc ils vont revenir. Non, c'est l'État même qui investit dans la formation de ces enseignants-là. Ils sont formés. Si réellement on veut la qualité, qui a un prix, il faut
prioriser ceux qui sont déjà formés et maintenant recruter ceux qui ne sont pas formés et les former sur l'État. Voilà l'une des propositions de l'INSEE, ce n'est pas encore le cas. Un autre exemple, l'INSEE, l'Institut national des sciences de l'éducation est créé depuis 1912. Et je vous dis, depuis 1912 jusqu'à aujourd'hui, on forme les spécialistes en sciences de l'éducation. Mais ils ne sont pas employés, ils ne sont pas utilisés. Tous les diplômés, ceux qui ont les licences, les masters, les maîtrises, les doctorats en sciences de l'éducation, la plupart, les 99% sont à la maison. Par exemple, là où je suis enseignant du secondaire, je suis au lycée. Mais, sur le plan officiel, je suis au lycée, mais j'ai mon doctorat en sciences de l'éducation. Ce n'est pas avec ça du travail. Vous voyez, donc on a beaucoup d'exemples comme ça. Alors que si on prend le système éducatif, on a des problèmes dans ce système. Il y a pénurie de spécialistes. Par exemple, quand on prend les services centraux de notre système éducatif, direction des formations, où on monte même les offres de formation, il faut des spécialistes du centre de l'éducation. Ils sont combien là-bas? Point d'interrogation. Quand on prend les directions centrales comme direction de l'enseignement secondaire général, il faut également les spécialistes du centre de l'éducation. Quand on prend les directions régionales de l'éducation, il faut les spécialistes du centre de l'éducation. Mais quand on laisse les concours, on ne les prend pas en compte. Ils sont là, quelqu'un qui a sa licence en histoire, il a son master en sciences de l'éducation. Jules, si on vous demande de l'utiliser, mieux vaut l'utiliser avec son master en sciences de l'éducation que sa licence en histoire. Il y a tout un conteneur de licenciés en histoire, mais moins de spécialistes en sciences de l'éducation, surtout ceux qui ont leur master. On en a besoin dans le système pour réfléchir, innover le système, l'impacter positivement. Ceux qui viennent même de l'étranger, c'est les terre à terre. On connaît des collègues du Niger qui viennent même à Lomé ici pour faire l'Institut national des sciences de l'éducation. Ils sont des enseignants au collège là-bas. Mais quand ils viennent ici, ils font 2 ans, ils ont leur maîtrise. Quand ils retournent, on les affecte. Vous voyez, ils quittent l'enseignement, on les amène là où ils peuvent être beaucoup plus productifs. Mais chez nous ici, là où on forme même ces spécialistes, ils ne sont pas utilisés. Comment voulez-vous qu'on puisse impacter positivement notre système si on n'est pas utilisé? Est-ce que vous partez de votre cas pour faire une extrapolation où il y a des statistiques sérieuses qui prouvent que les formés à l'INSEE ne sont pas utilisés? Bon, justement, les statistiques que j'ai, c'est que depuis 1972 qu'on a créé les centres de l'éducation. Je ne peux pas avoir le nombre de spécialistes qu'on a déjà formés, mais actuellement, les docteurs sont au-delà de 10. Mais ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Les masters, on n'en compte même pas. Vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'on a du potentiel, mais comment l'utiliser? C'est la gestion rationnelle qui nous manque. Monsieur Atileka, le contenu, au secondaire, est-ce que ça... Des gens disent que ça pose problème aussi. Vous enseignez l'histoire des autres, la géographie des autres, les sciences physiques qui ne servent pas à grand-chose, les mathématiques dont on ne connaît pas les finalités, etc. Est-ce que vous êtes conscient en tant qu'enseignant de ces lacunes au niveau du contenu? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement conscient de cela et j'en parle plusieurs fois lors des séminaires, lors des conférences et consorts auxquels je participe. J'en dis simplement que je suis un professeur, par moment, en mauvaise posture pour enseigner la matière que j'enseigne, c'est-à-dire l'histoire-géographie. Et figurez-vous que nous enseignons, par exemple, les États-Unis, nous enseignons, par exemple, la France, c'est-à-dire rien que les autres pays. Surtout quand tu parles du collège, le Benelux, les pays qui ne nous... Maintenant... Et... On a enseigné le Benelux, le BRICS. Ouais. Vous imaginez, BRICS, ce qui n'existe même plus, nous ne continuons pas à enseigner. Et on se demande à quoi ça servirait. Et les élèves sont obligés... C'est le programme qu'on vous oblige, on vous a donné, vous êtes obligés d'enseigner. Vous voyez, moi j'ai enseigné ça pendant 3 ans avant d'être maintenant au lycée, mais j'en continue quand même. Et par moment, je dis à mes élèves, vous savez, faites l'effort de réussir, mais après cultivez-vous. Parce qu'à un moment donné, je me dis qu'on voudrait vous donner simplement des diplômes, mais on ne veut pas faire de vous de vrais intellectuels. Parce que selon moi, un intellectuel, c'est celui-là qui est prêt à proposer, à faire des propositions concrètes et à vouloir véritablement le développement de son pays, sinon de son continent. Mais généralement, ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est on gave les enfants, on les oblige. Apprenez les choses, même si ça ne vous intéresse pas.
apprenez quand même, vous allez réussir à la fin de l'année. Et si vous avez le diplôme... Le diplôme devient la finalité. Le diplôme, le papier, ce bout de papier devient la finalité. Voilà pourquoi vous allez prendre certains élèves, ils vont faire, quand ils font 2 ou 3 phrases, vous allez avoir 5 à 10 fautes dans la même phrase. Mais quand même, il va réussir. Il va réussir. Par tous les moyens. Par tous les moyens, parce que s'il n'est pas tellement fort en français, il est peut-être moyen au niveau de sciences physiques ou un peu moyen au niveau de mathématiques. On fait le cumul un peu, le gars il réussit, mais il n'a pas quand même la compétence nécessaire. Ou alors on peut tricher, parce que la tricherie devient un fléau. Aussi, donc il faut parler. Vous voyez un peu. Donc, moi, par moment, je me dis, je vous donne ce qu'il y a lieu de vous donner par rapport au programme. Et ce qui fait que, généralement, moi, les vacances, nous organisons, avec le conseil professeur leader, nous organisons des académies où on insère certaines valeurs, quand même, qui est normalement, qu'on doit développer normalement, qu'on n'arrive pas à développer lors des cours. Et nous demandons à plusieurs enfants, de plusieurs élèves, en tout cas qui désirent, ils participent à ces académies-là. Et à la fin, nous pensons quand même qu'on leur donne quand même quelque chose qui est bon. Ça ne veut pas dire que totalement le programme d'histoire n'est pas bon, mais il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut corriger au niveau du programme. C'est la même chose au niveau des autres matières, comme la comptabilité et consorts. Aujourd'hui, j'ai appris que les professeurs de compta ont été formés la dernière fois pour pouvoir changer un tout petit peu le contenu du programme de comptabilité. Et aujourd'hui, la comptabilité se fera avec l'ordinateur, ce sera assisté automatiquement de l'ordinateur. Et certains établissements même demandent aux élèves d'acheter un ordinateur pour pouvoir mieux suivre et comprendre le cours de compta. L'ordinateur doit faire partie désormais des fournitures. Mais ça s'arrête au niveau de l'enseignement technique. Au niveau de l'enseignement moderne, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. C'est toujours la théorie. Et c'est ce qui est dommage. Et la théorie, malgré la théorie, le contenu de la théorie, est-ce que réellement ça forme le citoyen qu'on a envie d'avoir à la fin? Donc c'est ça le véritable problème. Oui. Docteur Tchaniao, j'ouvre la parenthèse pour le spécialiste en sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui amène la tricherie? Parce que la tricherie devient un phénomène dans les différentes écoles. Aussi bien au primaire qu'à l'université. Oui, ça devient le nid de la tricherie. Oui, justement. C'est peut-être le manque d'efforts. Les partisans de moindres efforts, ce sont ceux-là qui trichent pour réussir. C'est le système d'évaluation qui permet ces dérives. Non, on ne peut pas parler du système d'évaluation. Mais bon, il y a même actuellement, il y a de ces enseignants également qui évaluent en disant même la bibliothèque est autorisée. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une salle d'examen et quitter pour aller à la bibliothèque faire la recherche et revenir pour avoir peut-être les mêmes notes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a autorisé la bibliothèque ou on a autorisé les supports de cours que les notes seront bonnes. C'est pour dire que il y a trop de problèmes. Même dans le système d'évaluation, ça ne va pas, mais ce n'est pas ça qui favorise la tricherie. Ceux-là qui s'adonnent à la tricherie, ce sont ceux-là qui pensent que je peux réussir sans aucun effort. Ça n'existe pas. Avec la complicité des enseignants parfois. Bon, qu'est-ce que les enseignants font? Peut-être qu'ils surveillent. L'enseignant ne peut pas détecter tout le monde. On ne peut pas dire à un seul enseignant de surveiller les élèves, une centaine d'élèves dans une seule classe. Lui seul, ça ne peut pas. Bon, il y a ça. Des fois, on parle de... oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui n'est pas bon. Il y a de ces enseignants-là. C'est pourquoi les systèmes de TD, des travaux dirigés, surtout depuis le préscolaire, on fait les TD. C'est ça qui est dommage. Ce n'est pas bon. Oui, pourquoi le TD? Pourquoi vous dites que ce n'est pas bon? Expliquez-moi. Bon, je dis que ce n'est pas bon parce que quand vous prenez le système de TD, le plus souvent, ces TD-là sont faits par des enseignants des matières scientifiques. Maths, physique, SVT. Ce sont ceux-là qui font ça le plus souvent. Et qu'est-ce qu'ils font? On dit aux enseignants, il faut toujours donner le meilleur de vous. L'enseignant, c'est quelqu'un qui a un potentiel. Et vous êtes appelé à transmettre ce potentiel-là aux apprenants. Plus vous donnez, plus vous gagnez. On ne perd rien. Mais qu'est-ce que nos enseignants, nos collègues de ces matières scientifiques font? Quand on vient enseigner, on donne ce qui est superficiel, ce qui est comme secret, on ne délivre pas ça aux cours magistraux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils disent, on a TD. Et au cours des TD, ils vont donner les conseils pratiques pour réussir la discipline. C'est là-bas ils vont donner, ils vont démasquer les pièges. Et des fois même, ils corrigent les devoirs et les compositions même là-bas. Et ça fait que, après évaluation, vous allez constater que ceux qui ont participé à cette TD-là ont de meilleures notes.
Et ça fait que prochainement, ceux qui n'avaient pas participé vont tenter de participer. Ce qui n'est pas bon. Oui, ça a été interdit dans certains pays. C'est interdit dans l'officiel. Au Bénin, par exemple, c'est formellement interdit. Même ici, c'est formellement interdit, mais les gens quittent le public pour aller le faire dans les privés. Et moi, ce que je déplore, au moins, maintenant ils disent le renforcement des capacités. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. L'esprit des TD, des TP, ça part de l'université. Qu'est-ce que le législateur entendait par là? Il y a les cours magistraux. Vous faites dans un amphi avec peut-être 1000 élèves, 1000 étudiants. Maintenant, pour les 1000 étudiants, on les construit en groupe, en petits groupes pour faire les TD. Bon, pour les 1000 là, on peut faire... C'est le titulaire qui donne les TD, c'est d'autres personnes. Oui, c'est d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui donnent les TD, mais dans des petits groupes. Oui. Maintenant, comme c'est plus pratique, c'est dans les petits groupes. Pour les 1000 là, on peut en faire par exemple 10 groupes de TD. Maintenant, quand on finit les TD, qui sont un peu pratiques par rapport aux cours magistraux, il faut encore revenir au niveau des TP, les travaux pratiques. Là-bas, c'est encore plus pratique que pour les TD. Les groupes deviennent de plus en plus restreints. Vous voyez, si on a 10 par TD, ici on peut avoir 5 par TP. Vous voyez. Et c'est comme ça on peut faire acquérir les compétences, les savoir-faire, les savoir-être aux apprenants. Voilà ce que le législateur entend par ces notions-là. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait en tant qu'enseignants? Un enseignant qui intervient dans 3 écoles ou bien dans 4 classes dans la même école, supposons qu'il intervient dans 3 premières. Il va dire aux élèves de première que lui fait de tel jour. Et tout le monde n'a qu'à venir. Et vous allez voir que dans les 3 classes-là, où il passe, tous ces apprenants vont venir pour t'aider. Et s'il avait 115 par classe, pendant le cours, vous allez voir que au cours de son TD, ils vont même dépasser 115. Donc, ça n'explique pas. Hein, ça va à l'encontre même de l'esprit de cet TD-là. Mais comme nous, c'est la politique d'argent, on veut coûte avoir de l'argent, on fait et on ferme les yeux. Alors, ce qui n'est pas bon. Surtout, venir corriger les devoirs, les interrogations, les compositions, là, c'est ce qui est encore regrettable. Et c'est une arme efficace également pour les enseignants, pour se faire de l'argent. Je peux ajouter un mot à ce qu'il vient de dire. Oui, au niveau de... Qu'est-ce qui fait que l'université est carrément le nid de la tricherie? Je pense que c'est une habitude, en fait. Et comme Dr Tchaniao vient de le dire, c'est depuis le cours primaire. C'est depuis le cours primaire, on habitue un tout petit peu les enfants à la facilité. Aujourd'hui, ayons le courage de dire que l'école n'est plus celle qu'elle était il y a de cela 10 ans, 20 ans. Les choses sont tellement rendues faciles. On pense qu'on est en train de faire du bien aux enfants, mais on est en train de leur faire du mal. Et nos parents qui avaient eu le CEP, lorsqu'ils s'expriment en français, vous savez que vous êtes en face de quelqu'un. Nos parents qui avaient fait l'école il y a de cela 20 ans avant que nous naissions, quand ils s'expriment, quand ils font les calculs, tout ça, vous sentez automatiquement que vous êtes en face de quelqu'un qui a réellement fréquenté. Mais aujourd'hui... Au même moment, les enfants font beaucoup de choses que nous, on n'a pas fait. Oui, c'est vrai. Là où je voudrais en venir, c'est que ce que les enfants font leur exploit dans leur domaine personnel, pas forcément dans les domaines où on les oblige à faire des exploits. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Donc, l'école, vu que les enfants ne font plus assez d'exploits là, rend les choses maintenant plus faciles. Donc, les élèves ne s'intéressent carrément plus à ce qui se passe à l'école, s'intéressent à leur domaine de vie. Et en rendant les choses beaucoup plus faciles au cours primaire, voyez comment les enfants obtiennent le CPD aujourd'hui. L'enfant peut ne pas valoir grand-chose à l'école, mais comme on le dit chez nous, glama. À la fin de l'année, vous voyez que l'enfant a eu le CPD. On reporte les difficultés, les problèmes, les lacunes. On reporte ça. Quand il va avoir le BPC, c'est pratiquement la même chose. Au niveau du proba, c'est pratiquement la même chose. C'est simplement le baccalauréat qui est un tout petit peu corsé. Et c'est là que vous allez voir que voilà, les enfants, les élèves prennent leurs dispositions pour tricher et franchir le cap. Bon, par moment, ils réussissent. Certains réussissent quand même. Maintenant, arriver à l'université, c'est encore un autre monde. Il faut être vraiment armé pour pouvoir s'en sortir. Là, une fois qu'on est habitué à la facilité depuis le cours primaire, dans sa tête, il pense qu'il peut continuer par se trouver des moyens aussi faciles comme ça pour pouvoir réussir. Automatiquement, ils développent les techniques de tricherie. Et malheureusement, on les arrête, ou des fois, on ne les arrête pas. Ils réussissent quand même. Et voilà, ce sont les intellectuels que nous avons finalement. Après le master, après le doctorat, tu te rends compte que c'est des gens qui sont totalement creux dans la tête. Oui, voilà. À mon avis, la tricherie est favorisée par le modèle pédagogique aussi, le modèle d'évaluation. Parce que jusqu'à présent, dans les écoles, notre enseignement consiste à donner des connaissances plutôt qu'à apprendre une façon de faire. La pédagogie n'est pas transformationnelle, mais plutôt c'est d'apporter des connaissances à ingurgiter par les enfants.
Bon, justement, par rapport à ça, on peut dire également que la pédagogie en est pour quelque chose. Raison pour laquelle maintenant on veut quitter le modèle ancien vers la PC, la propre compétence, où on dit qu'il faut développer les compétences au niveau des apprenants. En quoi faisant, si nous prenons les domaines du savoir, il y a les savoir-faire, les savoir-être. Maintenant, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous prenez une épreuve d'histoire et géographie, par exemple, vous allez voir que ce qui est dosé, à 90%, vous allez voir que c'est seulement les savoirs, les définitions, les quoi, les explications. Donc, il n'y a pas la pratique sur les sujets-là. Donc, ça voudrait dire qu'avec le support du cours, seulement, il suffit d'avoir le cahier de leçons et vous allez recopier. Et c'est facile. Raison pour laquelle maintenant certains optent pour ces histoires les supports du cours sont autorisés, la bibliothèque est autorisée. Mais quand on évalue également de la même manière, vous allez voir que on aboutit au même résultat. Donc ça ne change rien. C'est pour dire que le changement même, ça devait se faire au niveau des enseignements qu'on donne. Il faut la théorie et la pratique, partout, dans toutes les disciplines, il faut la théorie et la pratique. Je prends l'exemple terre à terre. On forme les enseignants, on forme les étudiants en histoire, en géographie, en sociologie, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous avez la licence en même temps en histoire que vous êtes un professeur d'histoire et géographie. Ce n'est pas ça. Mais si on ne peut pas former tout le monde à travers l'INES ou bien à travers l'INSEE, il y a peut-être une passerelle. On peut par exemple intégrer les modules psychopédagogiques dans la formation de ces étudiants en même temps depuis leur département. Vous allez voir que depuis leur département, ils seront opérationnels à enseigner et à être en même temps des historiens, des géographes en tant que tels. Mais ce n'est pas encore le cas. Et si vous n'êtes pas formé, de toutes les façons, pour concevoir, pour confectionner votre cours, pour évaluer, pour peut-être élaborer un sujet d'évaluation, vous serez obligé de mettre l'accent beaucoup plus, soit sur le savoir-faire ou sur le savoir-être. Mais avec l'APC qui nous dit, nous vivons dans nos environnements, il faut mettre l'apprenant au centre de ce que vous allez faire. De deux, il faut utiliser des exemples pratiques de la vie courante. Vous voulez faire SVT, vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand laboratoire pour faire une petite expérience. Il suffit d'avoir une feuille d'un arbre, vous prenez en même temps et vous venez, vous l'expérimentez devant les enfants. Des exemples palpables, comment on gère nos foyers. On peut en faire des exemples, des situations d'enseignement pour dispenser votre cours. On veut en faire à partir de maintenant, on veut que les cours soient beaucoup plus pratiques, au lieu qu'il soit théorique comme on le fait jusqu'à nos jours. Soit pratique, mais adapté à nos milieux aussi, parce que pendant longtemps, le problème qu'on détecte dans l'enseignement, c'est le fait d'enseigner la pratique des autres. Enseigner la pratique des autres, mais aussi être comme le véritable maître, le Dieu Tout-Puissant, qui enseigne, qui connaît tout. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Avant, ça a marché, mais maintenant, ça ne marche plus, parce que les enfants ont leur esprit ouvert sur le monde entier. Certains apprenants en savent beaucoup plus que celui qui... Oui, par moment. Par moment. Sur certains sujets. Sur certains sujets. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Dans certaines écoles, si tu vas pour enseigner, si tu ne sais pas faire, les enfants vont carrément t'enseigner correctement. Parce qu'ils sont beaucoup plus outillés que toi. À la maison, ils regardent beaucoup de documentaires. Leurs parents reviennent avec beaucoup de supports pointus sur certains sujets. Donc, si tu ne sais pas aller sur ce terrain, les enfants vont t'apprendre. Voilà, donc, dans certaines écoles privées, c'est carrément autre chose. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que il y a une dame française qu'on appelle Céline Alvarez qui a développé une technique d'apprentissage basée sur les lois naturelles de l'enfant aujourd'hui, qu'elle développe au niveau de la maternelle. Je pense que tout commence au niveau de la maternelle. C'est une couche qu'on néglige, mais c'est très important si on pose la base au niveau de la maternelle. Comment elle fait alors? Comment elle fait? Elle crée sa classe avec de différentes aires. Il y a l'aire géographie, l'aire cuisine, l'aire histoire, tout et tout, avec les matériels nécessaires. Et elle met les enfants ensemble. Les enfants de 3, 4, 5 ans ensemble. Maintenant, chaque enfant, par rapport à son humeur des fois, ou à ses envies, va vers une aire naturellement. Et Céline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste derrière, elle accompagne l'enfant à développer ce que l'enfant voudrait développer à ce moment T par rapport à cet outil-là. Et elle a eu un résultat parfait au bout de 3 ans.
Et ce programme, elle a présenté à l'État, à son ministère, et on a vu que ça a marché. Mais malheureusement, l'État français n'a pas voulu que ça continue. L'État français a mis un point sur ça, ou bien a fermé le dossier. Elle est partie en Belgique, elle a développé ça. Et après, il y a une association qui voudrait développer la même chose ici aussi au Togo. Moi, j'ai suivi la formation avec l'association. J'ai vu que c'est quand même quelque chose de spectaculaire, de très bien, où les enfants, au bout de 3 ans, arrivent à faire des divisions pas possibles avec des chiffres avec des nombres de 3 chiffres, 4 chiffres, des 1000, faire des divisions, faire des additions, des soustractions, et explique cela. En quoi consiste la division? L'enfant t'explique cela en des termes très propres et clairs. Et l'enfant développe un amour pour la division et les mathématiques en même temps. Ce qui fait qu'on sait que cet enfant est fait automatiquement pour les maths ou les physiques. Autre chose, l'enfant peut arriver à articuler les mots convenablement. Donc, au bout de 3 ans, cet enfant qui faisait normalement la maternelle peut automatiquement faire le CE1 ou le CE2. Et ça rejoint un tout petit peu ce que vous avez dit tantôt, si on ne pouvait pas réduire le nombre d'années académiques. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, il faudrait essayer d'avancer un tout petit peu dans les idées et voir où nous en sommes par rapport au cerveau des apprenants. L'approche par compétence est la bienvenue, mais les réflexions doivent se poursuivre et aller au niveau de l'université pour adapter réellement notre éducation à nos réalités. On va conclure notre émission. Docteur Chanyao, donc il faut retenir que rien n'est perdu et qu'on peut encore rectifier le tir en ce qui concerne l'avenir de l'école. Oui, tout système éducatif est dynamique et non statique. Donc, il suffit de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et quelles sont les causes pour lesquelles cela ne marche pas et les arranger, les rectifier. Donc, c'est pour dire que si on veut avoir du bon système, il faut qu'on ait des systèmes beaucoup plus efficaces et efficients, adaptés à nos réalités. Et pour que cela soit possible, il faut l'inclusivité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois impliquer les parents d'élèves, surtout les chefs d'entreprise. Ceux-là qui ont besoin du capital humain performant, il faut les impliquer dans la conception de nos curricula de formation, dans la conception de nos programmes de formation. Et on doit tout faire également pour former les formateurs. On doit tout faire pour former les enseignants. Si tous les enseignants sont formés, je vois en même temps que c'est un pas vers l'efficience ou l'efficacité de notre système éducatif. Et chacun, de son côté, doit jouer pleinement son rôle. Alors, et maintenant, dans vos différentes classes, est-ce que vous faites comme il est recommandé de faire, ou chacun essaye d'apporter des innovations en attendant la grande réforme? Les innovations, il faut en apporter. Mais on fait d'abord ce qu'on demande de faire. On fait ce qu'on vous demande de faire parce que il y a les inspecteurs qui sont là, qui regardent ce que vous faites. Il faut d'abord accomplir ce qu'ils ont demandé que vous fassiez et après maintenant apporter des innovations. Il faut apporter une touche particulière, quand même en parler et partager ses connaissances avec ses collègues. Donc c'est comme ça que nous faisons les choses. Et c'est comme ça que nous faisons réellement dans le groupe Professeur Leader. Oui, justement, Professeur Leader, comment vous procédez? Par des réunions où vous essayez d'inculquer les innovations à tout le monde, partager vos connaissances ensemble? Comment vous faites? Merci pour l'opportunité, Monsieur Gilles. Professeur Leader a créé un groupe d'enseignants, ceux-là qui s'engagent dans l'éducation de qualité, qui aimeraient voir les choses évoluer, qui aimeraient apporter un soutien d'une manière ou d'une autre aux élèves, qui ont compris, sont les enfants ou les enseignants, qui ont compris qu'aujourd'hui les parents sont dépassés et en tant qu'enseignants, ils sont appelés à être des guides en quelque sorte pour ces élèves-là, à être des modèles. Donc dans ce groupe, par exemple, on mène des réflexions dans le sens de l'innovation, de l'éducation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des propositions concrètes? Est-ce que dans ta classe, tu as pensé à mettre quelque chose en place et ça a marché, tu partages avec les autres. Et donc, par moment, nous invitons des spécialistes, des coachs scolaires qui font des développements liés à l'éducation, liés également à l'entrepreneuriat, liés au leadership dans le groupe. En dehors de ça, nous organisons une rencontre annuelle chaque 26 décembre. Donc bientôt, 26 décembre, on va encore se voir et on va faire des échanges. Donc on invite des panélistes assez percutants dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de leadership. Et c'est ça ce que nous faisons. Après, maintenant, dans les vacances, nous organisons une académie où on met ensemble les élèves, les coachs scolaires,
les enseignants, on les met ensemble sur certaines thématiques. Cette année, par exemple, on a parlé de l'éducation non violente. Quel est le point de vue des enseignants? Quel est le point de vue des coachs et le point de vue des élèves? Donc, c'est un peu ce que nous faisons il y a de cela 4 ans. Donc, pour, en gros, changer l'enseignant dans sa façon de voir les choses, sa personnalité, exactement. Son leadership, voilà. Arriver à déboucher sur un enseignant, on va dire, nouveau, entre guillemets, qui soit né de nouveau. Voilà, un enseignant spécial, différent des autres, qui sait qu'il a une mission de développement, qui sait qu'il doit participer forcément au développement du pays. Parce que la vérité, c'est qu'un enseignant, si un seul enseignant est leader, automatiquement, il draine toute une génération derrière. Mais si l'enseignant ne veut pas impacter, c'est toute la génération qui le regarde également, qui n'apporte absolument rien à la société. Donc aujourd'hui, nous amenons les enseignants à ce leadership-là et on les amène à savoir qu'ils sont des piliers de développement. C'est automatique, malheureusement, on ne comprend pas que le développement du pays passe par les enseignants. Et on croit que c'est plutôt d'autres personnes. Non. Quand les enseignants sont bien équipés, ont les outils nécessaires, se sentent bien dans leur peau, automatiquement, ils vont transmettre le meilleur d'eux-mêmes et toute la génération prend et c'est tout le pays qui est développé. Mais on néglige les enseignants, automatiquement, la génération aussi est négligée. Oui, parce que ce qu'il dit, est-ce que c'est pas vrai, docteur Chagnon? Parce qu'un enseignant, la façon dont il se positionne devant les élèves, comment il est habillé, comment il sourit ou il pleure, c'est un modèle. C'est quand même des enseignements, des connaissances qu'il transmet sans le savoir aux apprenants. Non, justement, c'est pourquoi, en parlant d'enseignants modèles, il parle des enseignants qui sont des guides. Même dans la formation, c'est ce qu'on dit. L'enseignant, c'est un guide, c'est un modérateur, c'est celui-là qui sert de canal entre l'apprenant et le savoir. Donc, l'enseignant, quoi qu'on dise, il est l'architecte des cerveaux, comme on le dit souvent. Et c'est lui qui est le pilier fondamental du système éducatif. Et moi, je le dis souvent, une école sans enseignant, ça ne sert à rien. Tout comme une école sans apprenant. Raison pour laquelle les deux là sont des acteurs clés. Tout système éducatif, toute réforme éducative doit être centrée sur les deux acteurs-là, les apprenants et les enseignants. Et ce sont ces enseignants-là qui mettent en œuvre, qui appliquent intégralement les réformes. Si l'enseignant lui-même n'est pas impliqué dans une réforme, s'il ne se sent pas impliqué dans une réforme, il ne va pas l'appliquer comme cela se doit et la réforme sera vouée à l'échec. Raison pour laquelle nous exhortons les enseignants, chacun de son côté, doit tout faire pour innover, comme il l'a dit, pour être leader, pour au moins aider nos apprenants à se développer, à se surpasser. Tout ça ne peut se faire que par l'auto-formation, par nos formations continues qu'on organise. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce riche plateau que vous nous avez aidé à produire. Merci, Dr Chagnon. Merci, le plaisir est partagé. Monsieur Tireka. C'est moi qui vous dis merci pour l'opportunité et surtout c'est un privilège pour moi de partager ce beau plateau avec mon aîné Dr Chagnon. Merci beaucoup. Et aux fidèles téléspectateurs, nous disons également merci de leur aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'information. À très bientôt.